Mes chers collègues, bien le bonjour à toutes et à tous. Je salue Madame Jantet. Par courrier en date du 18 mars dernier, Madame la Première ministre a informé Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qu'elle avait l'intention de nommer Madame Marine Jantet aux fonctions de directrice générale de l'Agence de la biomédecine. En application des dispositions de l'article L. 1451-1 du Code de la santé publique, il revient donc à notre commission de l'entendre préalablement à sa nomination, à ses fonctions, comme la commission homologue du Sénat vient de le faire à l'instant. Je précise que la durée donc de ce mandat est de 3 ans et que ces fonctions ont été exercées jusqu'à octobre dernier par Emmanuel Cortot-Boucher. Par ailleurs, vous vous souvenez que nous avons auditionné le 20 juillet 2021 le président du conseil d'administration de l'agence, le professeur Jacques-Olivier Bay. Je rappelle que l'agence de la biomédecine, créée par la loi de bioéthique de 2004, est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la Santé. Elle assure des missions essentielles d'encadrement, d'accompagnement, de suivi et d'information dans les domaines du don d'organes, du don de moelle osseuse, du don de gamètes, d'assistance médicale à la procréation, de diagnostic prénatal et de génétique médicale, ainsi qu'en matière de recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Madame Jantet, je vais à présent vous passer la parole afin que donc vous puissiez vous présenter à la commission. Je précise que conformément à l'usage, votre curriculum vitae a été préalablement communiqué donc au commissaire. Certains ici vous connaissent d'ailleurs déjà au regard de vos fonctions de délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, la commission vous ayant auditionné à ce titre le 2 février 2021, donc pratiquement il y a un an, jour pour jour. Vous nous indiquerez aussi comment vous comptez aborder les nouvelles fonctions qui vous sont proposées. Et ensuite, je donnerai la parole à notre référent pour l'Agence de la biomédecine, Monsieur Didier Martin, pour 5 minutes, puis aux orateurs des groupes et aux autres députés pour 2 minutes. Bien sûr, vous pourrez ensuite, prendre le temps nécessaire pour répondre aux nombreuses questions, j'en suis certaine. Je vous passe la parole à présent, Madame Jantet. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis très honorée d'être auditionnée aujourd'hui en vue de prendre la direction de l'Agence de la biomédecine et j'espère que vous me donnerez votre confiance. Je débuterai par vous souhaiter une excellente année 2023, parce que nous sommes encore dans la période des vœux. Donc, comme vous le savez, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, l'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif qui a été créé par la loi de 2004, qui est sous la tutelle du ministère de la Santé et qui faisait suite à l'établissement français des greffes. Elle travaille dans 4 grands domaines qui ont tous en commun de requérir l'utilisation d'éléments et de produits issus du corps humain à des fins soit médicales, soit scientifiques. Donc, notamment le prélèvement et la greffe d'organes et de tissus, le prélèvement et la greffe de cellules souches hématopoïétiques, donc pour faire des greffes de moelle osseuse, l'assistance médicale à la procréation et le diagnostic prénatal, génétique humaine et la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Donc, l'ensemble de ces domaines sont régis par les différentes lois de bioéthique, dont la dernière a été promulguée il y a à peu près 18 mois, donc qui avait fait l'objet déjà de nombreux débats ici même. Donc, compte tenu de ces missions très techniques et très sensibles de l'agence, ces équipes possèdent une expertise multidisciplinaire de très haut niveau, qu'elle soit médicale, scientifique, juridique, éthique, en termes de système d'information aussi et de gestion des données, parce que l'agence gère un certain nombre de registres et de données de niveau très sensible. Donc c'est une agence qui est reconnue sur le plan national, mais aussi sur le plan international, par les professionnels de santé, les chercheurs, mais aussi les associations de patients et d'usagers. C'est aussi une agence qui a des fonctions très opérationnelles parce qu'elle doit assurer des opérations H24 dans le cadre de la répartition de son activité de répartition des greffons. Donc c'est une agence à la fois d'expertise mais aussi extrêmement opérationnelle sur le plan logistique. Elle a une gouvernance très originale qui est en lien avec ses missions particulièrement sensibles.
évidemment un conseil d'administration, comme vous le disiez, présidé par M. Bay, mais aussi un conseil d'orientation, qui est une sorte de comité d'éthique dans lequel plusieurs parlementaires siègent et qui est présidé par le professeur Guérin. Et enfin, un conseil médical et scientifique avec 2 collèges, l'un sur les greffes avec M. Ménaché et l'autre sur la partie procréation et recherche sur l'embryon avec le professeur Benachi, donc qui correspondent à l'ensemble des activités de l'agence. Alors, nous sommes au début d'un nouveau cycle. Comme vous le savez, donc, la 3e révision de la loi de bioéthique a été votée en août 2021. Donc, ces dispositions sont très claires. Elle a permis de nombreuses avancées, notamment dans le champ de la procréation médicalement assistée, et aussi de nombreuses clarifications, parce qu'il y avait des points qui méritaient aussi d'être clarifiés. Donc, l'heure est maintenant à la mise en œuvre de ce nouveau cadre législatif et réglementaire. Et par ailleurs, le ministère de la Santé a annoncé début 2022 la révision de 3 plans ministériels dans le cadre qui correspondent au champ d'activité de l'agence. Et enfin, son nouveau COP, le contrat d'objectifs et de performance, est finalisé pour les 5 prochaines années également et sera bientôt signé par le ministre. Donc on a un cadre stratégique extrêmement précis, qui est bien défini, et maintenant qu'il va s'agir de mettre en œuvre avec les moyens qui ont été alloués et de manière la plus efficace possible, bien évidemment. Alors, concernant les greffes d'organes, ma priorité va être de mettre en œuvre justement le 4e plan greffe qui a été présenté aussi, donc je vous dis, en début d'année et qui a pour objectif principal actuellement de relancer l'activité de greffe. Vous savez, qui a été très impactée par la crise Covid. On a vu une chute de 25% des transplantations en 2020, ce qui était effectivement massif. Et il s'agit maintenant de relancer cette activité et notamment de réduire le taux de refus de prélèvement, parce que ce taux de refus a malheureusement augmenté au moment de la crise Covid. On était passé à 34% de taux de refus contre 30% avant le Covid. Il s'agit aussi de développer tout ce qui est don du vivant, qui est moins connu et qui est aussi une des pistes très intéressantes pour améliorer les prélèvements, et notamment sur les greffes de reins et les greffes de foie pour les enfants. Pour cela, on a plusieurs leviers dans le cadre de ce plan. On a le levier déjà du déploiement territorial. C'est un vrai changement de méthode par rapport au précédent plan et c'est un enjeu qu'il va falloir relever. Donc l'idée maintenant est d'adapter en fait les orientations nationales à des contextes spécifiques locaux qui sont tous différents d'une région à l'autre en fonction des moyens, et notamment, je ne vous cache pas, de la crise qui touche actuellement le monde hospitalier et qui va aussi forcément avoir des impacts, y compris sur cette activité de référence qui est la greffe. La mise en place aussi de nouveaux métiers devrait nous aider à relancer cette activité, notamment les infirmières à pratique avancée, qui sont... S'il vous plaît. Qui sont une réponse donc à la pénurie des personnels médicaux et paramédicaux qui malheureusement existe en ce moment en France, dans les hôpitaux français, ça ne vous a pas échappé. Et c'est donc une solution, ce n'est pas la seule, mais c'est une des solutions pour à la fois améliorer la qualité de la greffe, parce qu'en fait ça permet d'avoir un suivi, à la fois améliorer, je l'ai dit, tout le recueil du consentement de la famille au moment du prélèvement, mais aussi sur le suivi post-greffe, donc sur tout l'ensemble du processus de greffe. La présence de ces infirmières spécialisées sera vraiment très utile, et également pour redonner du temps aux médecins qui sont aussi très en flux tendu dans cette période. Donc tout ça ne se fera pas sans la promotion du don, qui est une des missions confiées à l'agence par la loi, et à la fois, donc, je l'ai dit, le don post-mortem, mais le don du vivant, qui est beaucoup moins connu et sur lequel il faut encore avoir des travaux de sensibilisation pour permettre aussi un changement de mentalité et une maturation personnelle sur ces sujets au moment où on peut être confronté soi-même à ce problème. Une grande nouveauté de ce plan, et qui n'est pas les moindres, c'est qu'il est financé.
ce qui aussi montre la volonté de l'implication du ministère sur ces sujets-là. Donc on a 210 millions d'euros sur 5 ans qui viennent en plus du financement actuel des activités de greffe, qui va aussi permettre, je pense, de relancer cette activité et notamment de revoir de valoriser mieux notamment l'activité de prélèvement, qui est le sujet, vous l'avez compris, le point bloquant du départ. Sur les greffes de moelle osseuse, là aussi, donc on va mettre en œuvre le 4e plan sur le sujet. Ce plan a plusieurs objectifs. D'abord, de proposer toutes les sources de cellules souches hématopoïétiques pour qu'on puisse sélectionner le meilleur greffon en fonction de l'âge, de la pathologie, du stade d'avancement de la pathologie et puis de l'urgence à réaliser la greffe. Donc on a plusieurs sources possibles qu'il faut diversifier. Mais pour cela, ça passera aussi par l'augmentation du nombre de donneurs. Vous savez qu'on a un registre en France qui est de à peu près 330 000 donneurs, ce qui est très faible par rapport à d'autres pays européens. En Allemagne, on est à plus de 9 millions. Donc on est vraiment sur une politique très différente. Donc l'objectif, c'est vraiment d'augmenter ce nombre de donneurs. On a un objectif d'augmentation de 20 000 personnes, nouveaux donneurs par an. On a déjà tenu cet objectif en 2021, parce qu'on on a même dépassé, on était à 24 000 nouveaux donneurs. Donc il y a encore évidemment des progrès là-dessus sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif, parce qu'il faut mieux diversifier aussi le recrutement de ces donneurs. L'objectif est de masculiniser le registre. On a encore trop de femmes dans ce registre, et vous savez qu'en fait, pour des raisons immunologiques, il est préférable d'avoir des donneurs hommes, parce que les femmes, entre le moment où elles donnent leur consentement pour donner leur greffe et le moment où elles le font, elles ont parfois des grossesses, et les grossesses provoquent des alloimmunisations. Et donc, ça produit des greffons de moins bonne qualité, donc des moins bonnes réussites de la greffe. Donc, il faut plutôt avoir des hommes et, si possible, issus de la diversité pour avoir aussi la représentation de tous les phénotypes et des typages de cellules pour représenter l'ensemble de la population française et donc des besoins. Et enfin, il faut réduire les délais des greffes qui sont effectivement toujours encore plus importantes. Vous savez qu'on a maintenant un système assez original d'inscription en ligne qui fonctionne très bien. Avec, une fois que vous vous inscrivez en ligne, on vous envoie par courrier un kit de prélèvement de salive, et donc ça permet de préparer le typage HLA en temps masqué, sans venir embouteiller des consultations hospitalières ou autres qui sont déjà en tension. Concernant l'assistance médicale à la procréation, qui avait été vraiment l'objet de beaucoup de débats dans la dernière révision de la loi de bioéthique, vous savez que le secteur a été mis en très forte tension suite aux nouvelles dispositions inscrites dans la loi, parce que les demandes des nouveaux publics, notamment des femmes seules et des couples de femmes, sont vraiment bien au-dessus de ce qui avait été estimé au moment de la loi, et probablement on a sous-estimé la portée sociétale de ces nouvelles dispositions, et on a un afflux de demandes, mais vraiment massif, qui met le secteur qui était déjà sous tension, mais il le met en surtension. Donc l'objectif, ça va être évidemment de réduire les délais d'attente pour une AMP, qui se sont, contrairement à ce qu'on avait prévu, allongés au lieu de se réduire. Et donc, notamment donc je vous dis que les femmes seules et en couple de femmes sont maintenant majoritaires dans les demandes d'AMP. Donc c'est un vrai sujet. Donc on n'a pas forcément de problème, et ça c'est important, on est dans une autosuffisance de gamètes de spermatozoïdes, donc qui correspond à ces nouveaux publics, parce qu'on a eu un afflux par contre de donneurs, ce qui ça avait réduit en 2020 et ça a explosé en 2021. Donc ça c'est aussi, on pensait que, y compris avec l'accès aux origines, ça pouvait être un frein aux dons, c'est pas le cas. Donc ça c'est des bonnes nouvelles. Par contre, effectivement, on est sur des demandes, on est à plus de 6 000 demandes, enfin, c'est énorme par rapport à ce qui avait été prévu. Et donc, les centres doivent gérer cet afflux de demandes au mieux, auxquels se rajoutent en plus les demandes d'autoconservation, qui sont encore un autre sujet, qui, elles aussi, ne faiblissent pas. Donc, et se confirment. Donc, on ne sait pas encore si c'est un effet
de rattrapage, si c'est structurel ou si c'est conjoncturel. Donc ça, on voit qu'on reste sur une tendance extrêmement forte, donc à voir si ça va rester sur ce temps-là ou si on est dans une sorte de bosse qui va après se réguler dans le temps une fois qu'on aura absorbé ces demandes qui sont un peu un effet de rattrapage. Vous savez que pour cela, on a mis en place, le ministère nous a demandé de mettre en place un comité national de suivi, ce qui est une démarche assez inédite et qui permet de réunir l'ensemble des parties prenantes et de partager les informations, de s'adapter, de faire remonter les sujets de terrain. Et donc, c'est aussi un lieu de débat, de dialogue, ce qui était, à mon avis, essentiel pour gérer un changement sociétal aussi majeur qui a été à l'origine de ces modifications. Enfin, dernier point d'activité de l'agence, je serai évidemment très attentive à soutenir le déploiement des activités de consultation de génétique, qui est aussi un sujet important, et notamment de nouvelles technologies de diagnostic, tout ce qui est séquençage génomique à haut débit, qui sont des éléments qui changent beaucoup les pratiques. Donc là aussi, l'agence a un rôle de veille, de recommandation de bonnes pratiques pour aussi ajuster les choses en fonction d'un mouvement qui bouge beaucoup, et notamment informer aussi le public sur les dangers de certains tests qui sont disponibles sur Internet et qui peuvent être extrêmement, qui peuvent poser des sujets non négligeables donc, et présenter des dangers. Et je serai de manière plus générale très attentive aux activités de recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires. Vous savez, qui sont des activités qui sont autorisées par l'agence, donc qui a un rôle de suivi et de vigilance. En quelques mots, je vais vous présenter mon parcours. Donc, vous savez, je suis médecin de formation, mais j'ai fait le choix d'une spécialité de santé publique par mon intérêt pour les politiques publiques assez rapidement et également pour une approche pluridisciplinaire des questions de santé. Je trouve ça a toujours été assez fascinant de travailler avec beaucoup d'autres disciplines et notamment, ce sera le cas à l'agence avec les aspects juridiques, je le dis, de recherche et autres, de sociologie, qui permet aussi de croiser les regards. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement riche pour prendre les décisions et conseiller le décideur de manière la plus appropriée. J'ai une carrière variée en administration centrale, territoriale, en cabinet ministériel, en établissement public, au sein de l'inspection générale des affaires sociales. Et donc, j'ai pu développer au cours de cette carrière, outre mes compétences techniques et humaines que m'avait procuré ma première partie de carrière en tant que médecin, des compétences stratégiques, administratives, de gestion, de connaissance du système de soins, d'organisation et surtout aussi de son financement. Donc j'ai démarré ma carrière dans le champ des produits de santé à l'agence des produits de santé qui est maintenant c'est l'ANSM, puis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole où je m'occupais aussi de médicaments, de tout ce qui était remboursement des produits de santé et enfin comme conseillère du ministre de la Santé qui était Xavier Bertrand à l'époque sur le champ des produits de santé. J'ai ensuite rejoint la direction de la sécurité sociale où je me suis occupée de l'ensemble du financement du système de soins et notamment de la construction de la l'ONDAM que vous votez chaque année et du suivi des lois de financement de la sécurité sociale que vous suivez chaque année. J'ai ensuite intégré l'inspection générale des affaires sociales, où j'ai fait de nombreuses missions dans le champ hospitalier, le champ de protection sociale, d'audit des différentes agences sanitaires déjà, et puis aussi sur le champ social, avant de prendre la direction d'une des branches de la sécurité sociale, qui est la branche accident du travail, maladie professionnelle, où je me suis occupée de santé au travail. Et actuellement, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, je m'occupe depuis 2019 de lutte contre la pauvreté, où du coup je suis chargée de la mise en œuvre et du déploiement territorial aussi de cette stratégie dans une logique aussi très interministérielle qui sont importantes. Les sujets de bioéthique m'ont toujours passionnée, parce que depuis mon premier stage d'externe en 1992, vous voyez, où j'ai fait un stage chez le professeur Alain Fischer à l'époque, qui dirigeait le service de greffe, où on faisait les premières greffes de moelle. Et j'ai fait après une maîtrise d'ailleurs d'immunologie et de génétique. Ça m'avait tellement marqué qu'au moment où vous votiez des premières lois de bioéthique, donc ça remonte à quelques temps. Mais maintenant, donc, depuis, le cadre a beaucoup évolué, c'est clarifié, c'est structuré. Donc, mon objectif va être de mettre en œuvre ce cadre et surtout d'arriver à relancer les différentes activités, d'atteindre les objectifs qui m'ont été fixés.
Je pense que mon expérience hospitalière en tant que praticienne, mais aussi de tout ce que celle que j'ai acquise à la direction de la sécurité sociale ou à l'IGAS dans des fonctions plus administratives et financières me seront très utiles pour dialoguer au quotidien avec les équipes en charge de ces activités et comprendre notamment leurs difficultés quotidiennes. Vous savez que voilà, il ne vous a pas échappé que le monde hospitalier est traverse une période de grande crise et qu'il va être très important d'être à leur écoute pour arriver à trouver des solutions adaptées pour atteindre à la fois les objectifs en respectant aussi les contraintes des professionnels. Je ne manquerai pas non plus, évidemment, d'associer toujours étroitement, comme le fait l'agence depuis des années, les associations de patients et d'usagers, les médias, les parlementaires à tous les travaux de l'agence, parce qu'on voit que ces sujets de démocratie sanitaire sont absolument essentiels. Ils sont inscrits d'ailleurs comme une des priorités dans le nouveau contrat d'objectifs et de performance de l'agence. C'est pour moi la condition sine qua non pour maintenir le lien de confiance que doit avoir le public envers les activités de l'agence, sachant que cette confiance est souvent questionnée actuellement envers toutes les institutions. Donc il est d'autant plus important de maintenir ce dialogue citoyen pour arriver à construire un climat constructif et de qualité sur ces sujets hautement sensibles. Mais je pense que pour le faire déjà actuellement avec les associations de lutte contre la pauvreté, dans un contexte qui était aussi très sensible de la gestion de crise du Covid, je pense avoir aussi cette qualité de dialogue pour pouvoir ajuster les moyens et les fonctionnements et les propositions de l'agence. Enfin, j'aurais évidemment à cœur de m'inscrire dans la continuité de mes prédécesseurs, Anne Courrèges et Emmanuel Cortot-Boucher, qui ont vraiment consolidé et porté les valeurs de l'agence, qui sont les valeurs d'équité, d'impartialité, de fiabilité, de transparence et de solidarité. Et je pense que les éléments de mon parcours que j'ai pu vous résumer vous convaincront que je suis à même de les porter également à mon tour. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Merci bien, Madame Jantet. Donc, je passe tout de suite la parole à notre référent pour l'agence de la biomédecine, à Monsieur Didier Martin. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Madame Jantet, chers collègues, je me permets tout d'abord de vous présenter tous mes meilleurs voeux à tous et à toutes, ainsi qu'à vos proches pour cette nouvelle année. Je nous souhaite collectivement, au sein de cette commission, une année de travail constructive au sein d'une commission qui, hier, a examiné et adopté la loi de notre collègue Stéphanie Rist, destinée à améliorer l'accès aux soins dans les territoires. Et notre commission va se mettre également au travail sur bientôt l'examen de projet de loi sur la réforme des retraites annoncé par Madame la Première ministre. Madame Jantet, nous sommes heureux de vous entendre aujourd'hui dans le cadre de votre possible nomination aux fonctions de directrice de l'agence de biomédecine qui a été créée par la loi de bioéthique 2004. Cette agence dispose de missions variées, vous l'avez rappelé, en matière de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules souches hématopoïétiques, d'assistance médicale à la procréation, d'embryologie et de génétique humaine. Dans ce cadre, l'agence a notamment la charge de l'application et du suivi des lois bioéthiques et la mission d'en informer le Parlement. Vous nous direz comment vous souhaitez poursuivre cette mission d'information. En ma qualité de référent de la Commission des affaires sociales concernant l'agence de biomédecine, je souhaite dès lors vous interroger sur la mise en œuvre de la loi bioéthique du 2 août 2021 et sur le bilan que vous pouvez en faire après son entrée en vigueur avec les mesures les plus emblématiques de cette réforme. La première d'entre elles, bien évidemment, est l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes. Une avancée considérable pour l'égalité et la justice sociale, puisque les femmes n'ont désormais plus à se rendre dans les pays frontaliers et engager d'importantes dépenses lorsqu'elles aspirent à concrétiser un projet parental. Certains prédisaient que cette loi garantissant l'AMP pour toutes conduirait à un effondrement de la notion de famille, voire de notre société. Chacun peut constater qu'il n'en est rien. Pouvez-vous, Madame, nous éclairer sur la manière dont les femmes françaises, seules ou en couple, se sont saisies de ce nouveau droit? Cette loi de 2021 sur
la PMA des couples hétérosexuels et sur l'AMP des couples homosexuels, a également procédé à la création d'un droit d'accès aux origines pour les personnes issues d'une procréation assistée réalisée avec tiers donneur. Ici encore, les opposants nous annonçaient un déclin des motivations des donneurs et un impact sur les dons de gamètes. Ma question est simple, qu'en est-il en pratique? Avez-vous constaté une baisse des dons de sperme, une baisse des dons d'ovocytes, une baisse des dons d'embryons? Autre mesure concernant la procréation, l'ouverture à toutes et à tous de l'autoconservation des gamètes. Auparavant, elle était réservée aux personnes atteintes de certaines pathologies, soumises à un traitement susceptible d'affecter leur capacité reproductive ou souhaitant procéder à un don au profit d'un tiers. Cet élargissement a suscité des craintes quant aux pressions pouvant subir certaines femmes, en particulier pour privilégier leur carrière professionnelle. Pouvez-vous nous indiquer si de telles dérives ont effectivement cours depuis l'entrée en vigueur du texte? Le nombre de personnes ayant recours à cette faculté a-t-il augmenté? Je souhaiterais enfin vous questionner sur les travaux que vous porterez au sein de l'Agence de la biomédecine en matière de génétique médicale. Durant l'examen du projet de loi bioéthique à l'Assemblée nationale, des débats approfondis avaient été menés sur le diagnostic préimplantatoire, le diagnostic prénatal, en particulier le diagnostic de l'aneuploïdie, anomalie du nombre des chromosomes, sur des questions également sur l'encadrement des tests génétiques proposés, ainsi que sur le développement d'une recherche responsable. Je pense aux techniques de réparation du génome humain pour éviter les maladies programmées et induites par un ADN pathologique. Technique qui consiste à reconnaître les séquences de gènes anormaux, à les découper, les extraire, à les remplacer par des séquences de gènes normales. Les maladies génétiques seraient ainsi évitées et non transmises aux générations suivantes. Dans ce domaine large de la génétique, quelle évaluation faites-vous des pratiques actuelles et quelles pistes d'approfondissement pouvez-vous nous proposer? Au-delà de ces questions, et compte tenu de votre expérience et de vos compétences approfondies, le groupe Renaissance soutiendra votre candidature au poste de directrice de l'Agence de biomédecine. Merci, monsieur le député. Je passe à présent la parole pour 2 minutes à madame Katiana Levavasseur pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Madame Janté, il y a aujourd'hui une réelle demande d'accès à l'assistance médicale à la procréation, AMP, déjà fortement sollicitée avant la loi de bioéthique mise en œuvre le 2 août 2021. Les centres autorisés à l'activité de don de gamètes et d'autoconservation de gamètes, en dehors d'une indication médicale, font face aujourd'hui à une véritable hausse des demandes de consultation. Rien que pour les femmes seules et couples de femmes, le Comité national de suivi de la mise en œuvre de cette loi a, dans sa 4e réunion le 17 octobre dernier, recensé 9 303 demandes de première consultation entre le 1er janvier et le 30 juin 2022. Il y a ainsi eu une augmentation de 30% des demandes entre le dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, selon l'Agence de biomédecine. Conséquence, les délais de prise en charge se sont rallongés, la moyenne étant dorénavant de 13,8 mois pour une AMP avec don de spermatozoïdes et de 22 mois pour une AMP avec don d'ovocytes. Devant ces délais, certaines associations faisant partie du comité de suivi de la loi bioéthique réclament que le don de gamètes soit possible dans des centres privés, avec tous les problèmes que cela engendrerait, de transparence, de protection des données et de souveraineté. Les missions de l'Agence de biomédecine reposant sur des principes établis de don éthique, de gratuité, de libre consentement et de solidarité, d'autant plus protégés par le statut d'établissement public administratif de l'AMB, qui est une agence publique nationale de l'État. C'est un modèle unique dans un monde où de nombreux pays recourent à l'importation de gamètes tarifés et à leur marchandisation, comme au Danemark, où la société Cryos a d'ailleurs étendu son influence jusqu'en France, ouvrant aussi la voie à de nombreuses dérives, malgré l'interdiction de notre pays de ces pratiques frôlant l'eugénisme. Ainsi, quelle est votre position sur une possible ouverture de ces missions au marché privé? Pouvez-vous garantir que les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain CESOS garderont leur monopole? Merci. Merci. Monsieur Yannick Leder pour Les Républicains.
Bonjour Madame Jantet, bonjour Madame la Présidente, chers collègues. Je vais vous parler plutôt des greffes d'organes et des greffes de tissus. Vous le savez, Covid oblige. Malheureusement, pendant cette période Covid, on a essayé de maintenir un niveau important de transplantation, où effectivement on avait des manques de donneurs, mais surtout aussi des difficultés, notamment d'assurer les places en réanimation au décours des transplantations, notamment particulièrement cardiaques, pulmonaires, qui nécessitent une réanimation intensive. Je sais que l'Agence Biomédecine s'est fixé un plan d'action pour 2026 pour faire passer le niveau de transplantation donc de 6700 à 8300 transplantations. Donc en tant que future directrice de cette agence, c'était simplement pour avoir votre regard et votre jugement sur l'avancée de ce plan, notamment aux objectifs qui sont fixés pour 2026 en termes de nombre de greffes, de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour amplifier ce plan, et puis de savoir si nous, entre guillemets, en tant que députés, au niveau législatif, on peut prendre des mesures qui pourraient vous aider pour favoriser ce don d'organes, ce don aux vivants, ce don après coma dépassé. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi envisager au niveau législatif pour permettre que ce plan que vous allez probablement diriger jusqu'en 2026 eh bien, puisse permettre d'obtenir les objectifs. Et vous l'aurez compris dans mes propos, le groupe Les Républicains, au vu de votre parcours et de votre présentation, soutiendra naturellement votre nomination à ce poste. Merci à vous. Merci bien, monsieur le député. La parole est à monsieur Cyril Isaac Sibyl pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci Madame la Présidente. Madame Jantet, tout d'abord, merci pour votre présentation et pour le rappel du rôle majeur de l'Agence de biomédecine dans l'exécution de certaines politiques publiques sensibles de par leur technicité médicale et scientifique, mais également de par les questions de sécurité sanitaire, d'éthique et d'équité que posent les activités de cette agence. Je souhaitais vous interroger sur l'évolution des dons et des prélèvements d'organes en France. Depuis les années 2000, le nombre de donneurs d'organes a fortement augmenté, notamment parmi les personnes vivantes, mais ceci de manière insuffisante. Cette hausse n'a pas suffi à couvrir les besoins des patients en attente de greffe, dont le nombre a également doublé. Ça a doublé alors qu'il manque l'agence, il manque quelque part peine à rattraper tout ça du fait du vieillissement de la population et de la hausse des maladies chroniques. Pour rappel, 90% des prélèvements se font sur des personnes en état de mort encéphalique, qui représentent 1% des décès en France. Face à ce constat et en s'inscrivant dans une démarche de solidarité nationale, les pouvoirs publics ont fait évoluer la législation relative au don post-mortem par la loi de santé 2015 et son décret d'application 2017. Désormais, le consentement au don post-mortem est présumé et il est nécessaire de s'y opposer clairement pour le refuser, ce refus ne pourra concerner que certains organes et tissus. Malgré cette mesure et malgré des campagnes de sensibilisation, le niveau d'activité reste sensiblement le même aujourd'hui, sans tenir compte des années Covid. De fait, le nombre de dons d'organes reste très largement insuffisant par rapport aux besoins rencontrés. Comme vous le rappelez, le nombre de donneurs en France en moelle osseuse est faible, notamment par rapport à d'autres pays voisins. En outre, nous constatons la hausse du taux de refus de l'ordre de 37%. 37% des Français refusent effectivement le don d'organes, un Français sur 3. Nous vous auditionnons en vue de votre nomination comme directrice de l'Agence de biomédecine. Vous arrivez, il n'y avait donc pas forcément les réponses aux questions que nous vous posons. Cependant, arrivez-vous avec des idées nouvelles pour répondre à ces questions? Face à ces chiffres, la réponse de l'Agence de biomédecine est de réaliser une campagne de communication. Est-ce efficace? Est-ce suffisant? Quels autres moyens comptez-vous mettre en place pour encourager les Français au don? Quel est le rôle des professionnels de santé dans ce cadre? Selon vous, quelles sont les raisons qui expliquent une hausse des refus des Français? Et enfin, pourrions-nous nous inspirer des politiques que certaines Très bien, monsieur. mènent? Je vous remercie, de même que Madame la Présidente. Merci bien, monsieur le député. Monsieur Jérôme Guedj, je rappelle à tout le monde, c'est 2 minutes. Vous abusez de ma bonté. Ben Monsieur oui, donc, Jérôme Guedj. nous avons pour le 27 groupe secondes de socialiste. rap, Madame la Présidente. Attendez, vous m'avez pris 5 secondes déjà. Bonjour. Je vous souhaite pleine réussite dans la direction de cette belle agence qu'est l'Agence de biomédecine, pour laquelle j'ai une tendresse et une affection particulière pour y avoir passé beaucoup de temps dans une vie antérieure. Comme il y a beaucoup de sujets à évoquer, je vais me concentrer sur 2 dans la gestion de la pénurie, qui est malheureusement
le lot du directeur ou de la directrice générale de l'Agence de biomédecine pour les sujets que vous avez mentionnés. S'agissant du don de gamètes, alors, comme le dit mon collègue, hein, vous n'avez pas toutes les réponses immédiatement, mais est-ce que dans la feuille de route aujourd'hui de l'ABM, la question de l'homogénéisation, de l'harmonisation des questions éthiques à l'échelle européenne est un des sujets aujourd'hui identifiés? On sait qu'avec la pénurie, je n'aime pas le terme, mais le tourisme procréatif, c'est-à-dire le recours à du don de gamètes et notamment à du don d'ovocytes dans des pays qui n'ont pas les mêmes règles éthiques que nous, c'est-à-dire notamment en Espagne où le don de gamètes, le don d'ovocytes est rémunéré, indemnisé là-bas, pose une question sur la manière dont nous-mêmes nous appréhendons ce sujet, parce que je rappelle que l'assurance maladie prend en charge une partie des dépenses liées à ce tourisme procréatif, de l'ordre de, sur un coût moyen de 6 à 7 000 euros, l'assurance maladie peut rembourser jusqu'à 2 ou 3 000 euros des dépenses qui sont liées à ça. Donc on voit bien qu'on a une sorte de contradiction, on condamne le don rémunéré et en même temps on en facilite l'accès quand il y a du tourisme procréatif. Quel peut être le rôle d'homogénéisation avec les agences et c'est pas un sujet de compétence communautaire, mais tôt ou tard il faudra bien que la question de l'éthique soit un peu comme la question de l'environnement portée à l'échelle internationale. Je vais prendre les 26 secondes de rap que la présidente va m'offrir sur l'autre sujet qui est la question du don d'organes au regard du taux de refus extrêmement important. J'ai trois questions très précises. Quid du fonctionnement des équipes de prélèvement et du projet, ou en tous les cas des débats qui pouvaient exister à une époque, de savoir si on envoie les équipes de prélèvement ou si on organise le prélèvement sur place pour des raisons à la fois d'efficacité, de coordination. La deuxième question, on va parler beaucoup de fin de vie dans cette période ici. Moi, je me pose la question, on va repopulariser les directives anticipées. Est-ce que vous ne penseriez pas que ces directives anticipées peuvent être un support, non pas d'indication, mais de sensibilisation à la question du don d'organes, comme vous le faites sur les campagnes qui sont envisagées? Et est-ce que dans le ranking des greffons, dans le scoring, la question de l'âge devient une question un peu prédominante? Est-ce qu'il y a un agisme dans la répartition des greffons là où il y a des pénuries? Je pense notamment aux greffes de reins pour les insuffisances rénales chroniques terminales. Voilà, merci Madame la Présidente. Très bien. Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente, mes meilleurs voeux à tous et toutes. Madame Janté, l'Agence de biomédecine a parmi ses missions celle d'informer le Parlement et le gouvernement sur les neurosciences, un sujet qui me semble peu ou peut-être mal appréhendé par l'État encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez et comment comptez-vous mener à bien cette mission? On sait que les neurotechnologies sont de plus en plus utilisées, notamment pour les personnes en situation de handicap qui en font la demande. Donc, nous, au sein de la Commission des Affaires sociales, c'est quelque chose qui nous intéresse. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire quelque chose? L'intérêt grandissant du secteur privé, en particulier pour les interfaces cerveau-machine, pose aussi la question de leur application non médicale. Les enjeux éthiques sont croissants et plaident pour une régulation de ces technologies. Nous ne sommes pas pour un projet transhumaniste d'hommes augmentés, mais bien pour que les neurotechnologies servent des intérêts médicaux. Donc, est-ce que vous avez des recommandations en ce sens? Autre sujet sur lequel j'aimerais vous interroger, on a été nombreux à l'évoquer déjà aujourd'hui. Vous évoquez la hausse des dons de gamètes. Est-ce que ça a pu être lié? Est-ce que vous faites un lien de cause à effet avec notamment les campagnes qui ont été faites sur les réseaux sociaux relayées par les influenceurs? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est ça ou autre chose? Effectivement, on a parlé de l'ouverture de la PMA pour presque toutes les femmes. On voit qu'il y a une tension et une difficulté d'accès aux dons de gamètes. Il y a encore des femmes qui partent à l'étranger aujourd'hui, on en a parlé. C'est une question d'égal accès à ce nouveau droit qui a été ouvert. On sait que vous avez des moyens qui sont constants. Donc dans ce périmètre de moyens constants, qu'est-ce que vous envisagez pour permettre cet accès au droit? Enfin, je ne peux m'empêcher de vous solliciter au titre de précédentes fonctions que vous occupiez suite à la déclaration de la Première ministre hier soir au sujet de la réforme des retraites. Madame Borne demande aux employeurs une contribution supplémentaire pour le financement de la retraite en refusant qu'elle augmente le coût du travail. Donc ça se fera par une baisse symétrique de la cotisation des employeurs au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles. Vous avez été directrice de la branche accidents du travail de la Caisse nationale de l'assurance maladie, donc à ce titre, je sollicite votre avis. Vous le savez, la France est très mal placée en la matière au niveau européen. Donc, je suis preneuse de votre expérience et des quelques recommandations que vous pourriez nous faire à ce sujet. Je vous remercie. Merci bien, Madame la députée. Monsieur Pierre Dharréville pour la gauche démocrate et républicaine NUPES.
Merci Madame la Présidente et bonjour Madame Jantet. Ma première question portera sur les moyens. Vous avez indiqué un certain nombre de choses à ce propos. Vous aviez indiqué qu'il y avait un certain nombre de moyens supplémentaires. La question qui se pose, c'est de savoir s'ils seront suffisants pour permettre d'assumer vos fonctions et à votre avis, quels sont les sujets sur lesquels il y a véritablement besoin de moyens nécessaires. Et je connecte cette question avec celle de l'état de l'hôpital et des effets de la dégradation du système hospitalier sur les activités qui vous concernent directement, et notamment sur les services de greffe dans les hôpitaux, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'état des lieux de ce point de vue-là et sur les difficultés que ça provoque concernant les sujets qui vous occupent? Deuxième question, vous en avez également parlé naturellement, c'est celle de la logique du don et du modèle du don qui a été évoqué il y a quelques instants par Jérôme Guedj, qui est bien discuté, parfois mis en cause à l'échelle internationale. Comment pouvons-nous effectivement conforter ces démarches de don qui sont nécessaires, cette culture du don, j'ai envie de dire, qui existe aussi d'autres façons, je pense à l'établissement français du sang. D'après vous, quels sont les obstacles? Vous avez employé le terme de mentalité tout à l'heure. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur les obstacles que vous identifiez et la manière de faire face. Troisième chose sur les sécos. Le risque de la marchandisation de ce secteur a été ouvert par la loi de bioéthique. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire sur l'état des lieux de ce point de vue-là, sur les moyens des sécos, la capacité que nous aurions à ouvrir plus de sécos publics dans le territoire, parce que visiblement il y a quand même un besoin auquel il n'est pas répondu. Et ça, je connecte ça à ma question précédente sur les moyens. Et puis sur l'accompagnement à l'AMP, il y a aussi là des besoins auxquels il n'est pas répondu. Il y a effectivement des délais d'attente, mais aussi des besoins d'accompagnement. Que peut faire l'Agence de biomédecine en la matière? Merci bien. Alors, je vais faire passer les 3 petites questions. Je donne tout de suite la parole à Prisca Thévenot. Merci Madame la Présidente. Madame Jantet, effectivement, ça a été répété par pas mal de mes collègues juste avant, la PMA pour toutes représente pour notre société tout entière l'aboutissement de notre promesse d'égalité et une avancée sociétale majeure. Grâce à cette loi, en effet, toutes les femmes, sans critères médicaux d'infertilité, peuvent maintenant accéder à la procréation médicale assistée. Or, si cette avancée est indéniable, nous devons en juger la réalité sur le terrain. Vous l'avez dit dans votre préambule, effectivement, qu'aujourd'hui, les délais de prise en charge constitue une attention sur laquelle nous devons porter nos travaux aujourd'hui. Mais je pense que nous devons pouvoir aussi apprécier le fait que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une bosse à surpasser, puisque cette bosse peut représenter pour de nombreuses femmes, de nombreux couples, une perte de chance pour pouvoir mener à bien ce désir de famille, ce désir d'enfant. Par ailleurs, souvent, les personnes en demande, du coup, se retrouvent contraintes d'aller à l'étranger. Et ça représente une chance loupée pour nous, Français, de pouvoir les suivre comme il se doit, dans un système qui est le nôtre et que nous connaissons. Ainsi, mon sujet est très simple. Comment comptez-vous effectivement passer, je reprends vos termes, cette bosse que nous vivons, que ces familles vivent, pour que nous puissions faire de cette loi une belle réalité de terrain? Merci. Merci bien. La parole est à Madame Nicole Dubré-Chirat. Merci Madame la Présidente, merci Madame pour votre propos liminaire. Je reviendrai sur une question qui a déjà été posée sur les greffes notamment, puisque plus de 66 000 personnes vivent avec un organe greffé. En 2021, 5 273 greffes ont été possibles grâce à 1 392 donneurs décédés et 521 donneurs vivants. Par rapport à 2020, on a une hausse de 19% du nombre global de greffes en France, mais le niveau reste assez faible, puisque proche du chiffre de 2018, qui marquait un net recul par rapport aux 8 années précédentes. Un taux qui stagne à 30%, alors que les rapports de l'Agence de biomédecine donnent le chiffre de plus de 28 000 personnes en attente d'un don. De nombreuses raisons l'expliquent: baisse du nombre d'interventions depuis la crise sanitaire, baisse des décès par accident de la route ou par AVC, méconnaissance du processus du don du vivant au moment peu adéquat de la demande formulée par les équipes de soins lors du décès. Alors que le 4e plan ministériel pour le prélèvement
prélèvement et la greffe d'organes et de tissus prévoit des financements supplémentaires, comme vous l'avez annoncé, quelles pistes envisagez-vous pour mieux informer sur les dons? On s'aperçoit que des campagnes doivent être régulièrement remises en œuvre pour solliciter les dons du vivant, moins de 10% aujourd'hui, ou encore pour accélérer procédures, par exemple pour le don de rein, dont le nombre de demandeurs est exponentiel. Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Éric Alauzet. Madame la Présidente, merci Madame Janté de venir nous éclairer, et c'est avec grand intérêt que nous vous auditionnons ce matin au sein de notre commission. Comme vous le savez, et cela fait écho d'une certaine manière à nos travaux de cette semaine, hier soir nous travaillions sur la délégation de tâches, et notamment concernant les IPA. Et le plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d'organes de tissus 2022-2026 du ministère des Solidarités et de la Santé prévoit, en effet, et je cite, la mobilisation des infirmières en pratique avancée pour assurer la professionnalisation des coordinations hospitalières de prélèvement et faciliter le suivi des patients greffés en complément de la systématisation des audits et du renforcement de la formation. Aussi, pourriez-vous, Madame Janté, apporter à notre commission les éclairages que vous jugerez nécessaires? Vous y avez en partie fait allusion dans votre propos initial, mais peut-être pourriez-vous les compléter sur la mise en œuvre de cette préconisation et quelle serait votre analyse sur ce sujet? Merci. Merci bien. Madame Josiane Corneloup. Merci Madame la Présidente. Madame Jantet, le plan greffe 2022-2026 a été élaboré sur proposition de l'Agence de biomédecine et sur la base d'un certain nombre d'éléments scientifiques et techniques, au vu aussi des concertations qui ont été organisées avec les représentants des professionnels de santé, des sociétés savantes et des associations de patients. Mes questions sont relatives à l'applicabilité de ce plan et à ses conditions d'exécution. Quelle est votre appréciation des bilans des précédents plans greffe et l'impact de la crise sanitaire sur cette activité? Estimez-vous que les outils de pilotage dont vous disposerez au sein de l'Agence de biomédecine sont adaptés et efficients? Comment allez-vous éviter que la crise de l'hôpital n'influe sur l'exécution de ce plan? Quelle sera l'articulation avec les services régionaux, notamment les agences régionales de santé? L'Agence de biomédecine a également pour rôle d'organiser des campagnes de communication pour promouvoir les dons. On voit que chaque année, en particulier cette année depuis avril, eh bien, ce sont 18 130 nouveaux inscrits. 2 défis sont aujourd'hui à relever, notamment rassembler plus de donneurs masculins qui se font plus rares dans le registre national des donneurs volontaires et combler un manque de diversité ethnique qui réduit les chances de guérison d'une part des patients. Quelles sont vos ambitions et stratégies sur ce sujet? Et dans la mesure où il est possible de devenir volontaire dès l'âge de 18 ans et cela jusqu'à 35 ans, pouvez-vous nous partager vos ambitions, notamment chez les plus jeunes? Merci. Merci bien, Madame la députée. Madame Jantet, vous avez la parole pour des éléments de réponse. Je vous donne le micro. Allez-y. Merci. Voilà, ça marche. Merci pour vos nombreuses questions auxquelles je vais essayer de répondre dans l'ordre et de manière, on va dire, peut-être thématique. Alors, tout d'abord, sur l'application de la loi de bioéthique, pour répondre à Monsieur Martin, je vous prie d'excuser le ministère de la Santé qui ne vous a pas encore transmis le rapport au Parlement qu'il vous doit sur l'application de cette loi, mais qui est quasiment finalisé. En fait, les travaux ont été faits, ils n'ont pas forcément été transmis, mais sachez que je voulais déjà vous rassurer sur ce point. Les textes qui étaient prévus... voilà. Non, mais je préfère... en tout cas, il est imminent, parce qu'il est écrit déjà, et je pense que donc, je peux déjà vous en donner les principaux éléments. Vous expliquez que déjà les textes qui ont été priorisés étaient les textes relatifs à l'AMP, parce que c'était quand même les éléments les plus importants de ce projet de loi en termes les plus novateurs et sur lesquels il y avait, comme on l'a déjà dit, une très forte attente. Donc ces textes ont été sortis, et il y a eu aussi beaucoup d'activités, et la priorisation a été faite sur la mise en place de la commission d'accès aux origines, qui a été aussi évoquée, parce que ça, c'est vrai que c'était assez urgent pour qu'elle soit en place. Donc ça a été la priorisation. Plusieurs textes sont actuellement au Conseil d'État, notamment aussi l'ordonnance d'application sur les Outre-mer qui doit être prise avant le 1er février 2023. Donc on sera dans les temps. Donc là-dessus, les choses avancent bien, et à ce stade, il n'y a pas de texte bloqué qui serait essentiel pour mettre en œuvre la loi de bioéthique.
En termes d'information du Parlement, outre ces rapports-là, il y a 2 autres rapports qui ont déjà été transmis au Parlement, qui étaient prévus par la loi. Donc on est aussi en train de préparer les autres qui sont prévus. Je pense que ça, c'est toujours très important. C'est déjà un premier lieu un support de discussion. Je serai évidemment toujours à votre disposition dès que vous souhaitez m'auditionner, comme je l'ai fait déjà dans mes précédentes fonctions. Donc je n'ai aucun sujet là-dessus. Et par ailleurs, plusieurs parlementaires participent au comité d'orientation aussi, et je pense que c'est aussi l'occasion d'avoir un dialogue rapproché, parce que, comme le disaient vos collègues sénateurs, c'est souvent des débats très intéressants, où il y a des remontées aussi avec les praticiens de terrain, des lieux d'échange. Donc c'est aussi un moyen de travailler à des enjeux et à pointer aussi les sujets qui peuvent poser problème dans l'application de la loi, et je vais y revenir. Pour revenir sur les sujets déjà d'AMP, parce que plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions sur la mise en œuvre, où on en est des différents chiffres. Vous savez qu'il y a un comité de suivi, comme l'a cité certains d'entre vous, qui a été mis en place et qui publie et qui partage ces différents chiffres. Alors, concernant les dons d'ovocytes, il y a effectivement une chute des dons d'ovocytes qui a été observée en 2020, de 40% environ, comme beaucoup d'activités liées à la crise Covid. Mais en fait, on a déjà bien remonté. On a atteint en 2021, on est revenu au niveau de 2019 sur les dons d'ovocytes, donc ça a été assez rapide. Et ça se confirme en 2022. J'attends les chiffres définitifs de l'année, parce que il y a encore des sujets qui sont, des chiffres qui sont en termes de consolidation. Mais la tendance est plutôt rassurante, même si on est encore on n'est pas en autosuffisance sur le plan des dons d'ovocytes. Donc c'est sûr qu'il y a encore un sujet. Et concernant aussi les délais dont plusieurs d'entre vous ont parlé, les délais sont stabilisés. Ils s'étaient dégradés et là ils sont stabilisés à 22 mois pour les AMP avec dons d'ovocytes. Donc ce n'est pas encore satisfaisant, mais au moins c'est rassurant de voir qu'on a réussi, alors que la période n'était pas si simple, à stabiliser ces délais. Concernant les dons de spermatozoïdes, là aussi, on avait eu une chute impressionnante de 60% des dons en 2020, donc c'était assez inquiétant. Mais il y a eu un rebond exceptionnel en 2021. Alors là, mais pour le coup, vraiment exceptionnel, parce que maintenant, on se retrouve à avoir 2 fois plus de donneurs qu'en 2019. Donc on a non seulement rattrapé le niveau d'avant-crise, mais on l'a doublé. Donc voilà, donc c'est quand même, on est à plus de 600 donneurs, et vous savez que, voilà, versus... Il y a un sabotage. Non, vous m'entendez bien là, ça y est, voilà. Non, mais je sais pas. Voilà. S'il vous plaît. Donc, du coup, on a un stock national de paillettes qui est totalement reconstitué et qui n'a pas de blocage pour les PMA avec besoin de dons de spermatozoïdes. Donc ça, c'est intéressant aussi à savoir, parce que ce n'est pas un élément de blocage pour les nouveaux publics dont on a aussi parlé. C'est pas là-dessus qu'il va y avoir un sujet. On est en autosuffisance. Vous avez donc compris que ces nouveaux publics représentent maintenant la très grande majorité des files actives de demande de PMA. On est à 60% des demandes correspondent à ces nouveaux publics. Et donc c'est bien plus que ce qu'on avait imaginé avant la loi. Sachant que c'est surtout les femmes seules qui sont demandeuses, plus que les couples de femmes. Donc ça aussi, c'est des éléments étonnants, mais qui n'étaient pas forcément anticipés. On l'avait dit pendant... Oui, non mais voilà, en tout cas c'est les... Ah, je ne sais pas. Et donc là, les délais, en termes de délais avec des PMA avec don de sperme, est beaucoup plus faible, et il est à 14 mois. L'objectif était de le réduire encore plus, de le diviser par 2, mais là aussi, il est stabilisé et il est revenu, alors qu'il était un peu à 12 mois avant crise, il est à 14 mois. Donc là-dessus, on a quand même, là aussi, on est en train de gérer la situation d'afflux de nouveaux patients.
Et enfin, concernant les demandes d'autoconservation de non médicales d'ovocytes, on est aussi, là, comme vous le signaliez, Madame Levavasseur, on est vraiment en explosion des demandes, donc ça se confirme. Hein, il y a eu évidemment des demandes dès la sortie de la loi. Mais là, en fait, les délais en gros, sont de 5 mois en moyenne, ce qui n'est pas trop important. C'est surtout en Île-de-France qui est un sujet. En Île-de-France, on a un délai de 13 mois. Voilà, c'est la saturation de l'Île-de-France qui est sur ce problème-là. Donc, il y a un aspect de disparité régionale. Donc, pour autant, donc effectivement, il y a plusieurs d'entre vous m'ont interrogé sur l'accès aux centres privés. Alors, vous savez, donc tout ce qui est, on a rattaché en fait l'activité notamment d'autoconservation à des sujets à la logique du don. Et donc le don est normalement associé à une logique d'établissement, comme c'est gratuit. J'insiste là-dessus, j'y reviendrai dans le cadre des dons de graines sur le principe à la fois de dons anonymes, gratuits, voilà, et librement consentis. Cette activité n'est compatible qu'avec normalement des établissements à but non lucratif ou public. Donc c'est pour ça que en tout cas cette activité a été rattachée à ce secteur-là et pour l'instant cette autoconservation n'est pas possible dans les centres privés en France. Il y a juste une dérogation qui a été prévue par la loi, mais pour l'instant qui n'a jamais été appliquée. Donc, elle n'est pas encore opérante donc la question est en cours de réflexion. On observe et c'est pour ça que c'est tout l'intérêt aussi de ce comité de suivi pour vraiment s'ajuster en fonction des besoins qui sont retirés qui sont observés sur le terrain. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autorisation de centre privé et on est très attaché pour l'instant au sein de l'agence à ne pas déroger à cette règle qui correspond à un écosystème global voilà, et toute entrée dans dérogation à ce système peut poser problème. Donc, pour l'instant, on reste sur cette logique-là, mais effectivement, je sais que c'est questionné et surtout qu'il y a des activités qui sont faites à l'étranger. Alors, tout ce qui est activité liée à l'étranger est aussi suivi. Vous savez qu'on rembourse une partie des frais, effectivement, sont remboursés par l'assurance maladie dans la mesure où c'est autorisé en France. Donc ça fait l'objet aussi d'un suivi précis. C'est la caisse de Vannes qui centralise toutes ces demandes-là pour le compte de l'assurance maladie dans le cadre du comité de suivi. Et pour l'instant, ça existe encore, surtout pour des sujets de gestion des délais et des limites d'âge. Parce que la priorisation qui a été faite actuellement et qui a été rappelée qui a été fixée par arrêté, c'est l'entrée, c'est le ticket d'entrée dans la file d'attente. Voilà, c'est en fonction du moment où on rentre dans le système qui prévaut et non pas des critères d'âge. Donc évidemment, si des personnes arrivent un peu tardivement font leur demande au moment où ils se rapprochent d'une limite d'âge, les délais actuels peuvent poser problème et c'est pour ça qu'il y a encore un recours à la PMA dans des centres étrangers pour essayer de ne pas dépasser, de ne pas avoir de perte de chance. Et ces soins sont remboursés. Donc il n'y a pas de perte de chance. Alors après, voilà, c'est... Pour répondre à Jérôme Guedj sur est-ce qu'il y a ce sujet d'harmonisation, alors ça, je n'ai pas encore forcément tous les sujets là-dessus. Je sais qu'il y a des travaux en cours sur une révision de directive européenne actuellement, donc ce sera peut-être l'objet de discussion. Et c'est l'ABM qui apporte toute son expertise sur ces sujets-là. Donc, pour l'instant, je n'ai pas cru comprendre que c'était oui, là, ça y est, ça revient, voilà. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est un sujet très sensible, hein, ces droits, enfin, ces principes éthiques auxquels chaque pays est très attaché. Est-ce que si je prends ce micro, est-ce qu'il marche mieux, là, voilà. Ah, voilà. Voilà, tout de suite, ça marche. Ah, voilà. Donc, je ne commenterai pas. L'agence est neutre, donc voilà.
Madame Jantet. Donc du coup, sur ces sujets d'harmonisation européenne, c'est un sujet très sensible parce que chaque pays, comme je le disais, est très attaché à ces règles éthiques et culturelles. Mais ces questions se posent déjà sur les médicaments dérivés du sang, hein, parce qu'il y a aussi, c'est exactement la même chose. Pour autant, actuellement, on doit trouver un équilibre dans cette période de transition entre une rupture d'accès aux droits et j'entends bien qu'il y a dans certaines pratiques dans d'autres pays européens qui sont différents des nôtres, mais il y a aussi une question de gestion des délais avec des limites d'âge où on voit que derrière il y aurait aussi un non-accès aux droits. Donc il faut qu'on fasse les choses avec souplesse tout en respectant le cadre réglementaire et avec humanité aussi. Je pense que voilà, il faut trouver le. Donc là, je pense qu'on est encore en phase de transition. J'ose espérer qu'avec les moyens, et je vais y revenir, qui ont été dédiés, parce qu'il y a eu vraiment une augmentation massive des moyens dédiés pour cette activité de plus de 7 millions d'euros à la fois dès 2021 et qui a été confirmée en 2022 et confirmée en 2023. Donc les moyens ont été ajustés et c'est bien au-dessus de ce qui avait été programmé initialement. Donc pour justement permettre de gérer cette suractivité sans qu'on sache, encore une fois, si c'est un sujet structurel ou conjoncturel. Donc on va suivre ça de manière très rapprochée pour pouvoir ajuster les moyens. Mais sachez que, en tout cas, le ministère souhaite continuer à permettre au maximum d'accès à ces données-là. Sur le diagnostic préimplantatoire, Monsieur Martin, vous m'aviez posé des questions sur le sujet. Donc la loi n'a pas acté de changement sur ce. Il y a eu des débats sur ce sujet-là, mais on reste donc. Il n'y a pas eu de généralisation du DPI à ce stade, et on reste uniquement dans le cadre fixé, qui est que ces DPI n'est effectué que lorsque le couple a de fortes chances de donner naissance à un enfant porteur d'une pathologie. Donc là-dessus, pour l'instant, on ne voit pas. Il y a eu quelques recherches qui vont être en cours. Il y a des PHRC qui étaient prévus, donc qui permettront d'éclairer quand ils auront démarré. Pour l'instant, ils n'ont pas démarré. Mais voilà. Donc je pense que pour l'instant, on en reste à un statu quo sur ce sujet-là. Concernant les greffes, parce que vous m'avez posé aussi de nombreuses questions sur le plan d'action, comment relancer. Alors, déjà, rapidement, vous dire que la greffe reste un objectif prioritaire qui a été inscrit dans la loi, donc l'agence le rappelle très régulièrement aux établissements de santé et aux agences régionales de santé. Le précédent plan greffe n'avait pas atteint ses objectifs, comme vous le savez. C'était un plan qui a très vite été sans doute trop ambitieux et en tout cas pas forcément ajusté, même s'il y avait déjà quand même des résultats, quand même tout n'était pas négatif, évidemment. On avait quand même dépassé l'objectif de prélèvement dans le cadre du protocole Maastricht 3. On avait mieux recensé les donneurs aussi. Il y avait eu un gros travail de terrain qui avait été fait. Réduit aussi le temps d'ischémie froide, qui est un critère de qualité, parce que c'est pas tout de faire une greffe, il faut aussi la faire dans de bonnes conditions pour qu'elle réussisse. Et puis il y avait un début d'évaluation des équipes de greffe. Donc c'était un progrès sur lequel évidemment on va continuer. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu une chute assez majeure des greffes en 2020, des transplantations, donc notamment celles qui pouvaient avoir des traitements de suppléance. C'était par exemple le rein a chuté. Par contre, on a continué à faire les greffes de cœur et foie, parce que ça, il n'y a pas et poumons, parce qu'il n'y a pas de traitement possible alternatif. Mais l'activité est bien remontée déjà en 2021. On est remonté à plus 20% en 2021, donc on était revenu au niveau de 2006. Pour vous donner un peu le décalage, ça remonte, donc la tendance est bonne, mais on reste encore très en deçà. Bon, pour ce qui est de 2022, la tendance est encore vraiment positive. Il y aura une conférence de presse, je vous le dis, début février, sur ces chiffres qui sont en train d'être consolidés, mais ils sont plutôt rassurants et on va être dans l'intervalle cible qui était prévu par le plan. Donc c'est plutôt encourageant et ça montre aussi que du coup les équipes actuelles hospitalières se sont fortement mobilisées malgré la crise actuelle, pour retrouver ce niveau, parce que c'est quand même des activités hautement complexes qui mobilisent de nombreuses compétences au sein des établissements. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté de faire ça. Pour autant,
effectivement, il va falloir qu'on y travaille parce que c'est loin d'être... donc les leviers, déjà, on va améliorer. Il y a des sujets de... Comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'on a un financement sur ce plan. Et ce plan va permettre aussi... Ce financement va permettre de revaloriser certaines activités, notamment l'activité de prélèvement. Parce qu'actuellement, le prélèvement n'est pas forcément valorisé dans le financement hospitalier. Voilà. Et donc, ce qui n'est pas, par exemple, en Espagne, je sais que c'est le cas, ils valorisent, ils financent beaucoup mieux le prélèvement. Financement des hôpitaux, c'est normal qu'on valorise aussi, qu'on donne la priorité à des objets qui sont valorisés financièrement. Donc, du coup, cet effort, je pense que ça va permettre déjà de rendre le prélèvement plus incitatif. Deuxièmement, on va développer des indicateurs de performance. Et ça, c'est le gros enjeu et le gros changement, je pense aussi, c'est cette modalité de pilotage régional en lien avec les agences régionales de santé, où on va essayer de développer des critères très transparents aussi pour valoriser alors pas forcément dans une logique évidemment de shaming comme on dit, mais plutôt de valorisation des équipes qui réussissent bien, avec voilà, en valorisant toutes les étapes, parce qu'on sait que c'est pas que les équipes de greffeurs, mais aussi le résultat de tout un travail d'équipe. Donc ça, l'enjeu, le levier le plus important, ça va être de créer ces indicateurs régionaux de suivi en lien avec les ARS, ce qui est très nouveau, hein, parce que ça, il va falloir mobiliser les ARS là-dessus, parce que c'est souvent des activités. Donc ça, je vais prendre mon petit bâton de pèlerin pour aller rencontrer tous les DGARS que je connais bien par ailleurs, pour les sensibiliser, parce que quelques-uns avec qui j'ai déjà un peu échangé reconnaissent que c'est parfois des actions un peu loin de leur centre d'intérêt. Et donc, voilà, il faut aller expliquer comment ça se passe, parce qu'il y a du financement qui est dédié, mais après, comment il arrive dans les équipes sur le terrain, voilà, il y a un sujet de suivi. Donc ça, cette logique d'indicateur de performance, ce sera très important. Et puis, vous savez qu'on veut introduire aussi l'idée d'un avis conforme de l'ABM sur les schémas régionaux de santé, voilà, en 2023. Ce qui est aussi un autre moyen, un autre levier pour intéresser les directeurs généraux d'ARS. Voilà. Autre point dont plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions sur les IPA. Alors, c'est un sujet sur lequel je suis très sensible, parce que pour avoir travaillé aussi sur les délégations de tâches il y a quelques années, parce que j'avais construit le modèle économique des maisons de santé en 2008, donc c'est des sujets auxquels je tiens beaucoup et auxquels je crois surtout, parce que on est très en retard par rapport à d'autres pays européens ou sur ces métiers intermédiaires dans l'ensemble du champ santé. Donc, je pense que il est grand temps que maintenant c'est devenu très à la mode. Alors pour le coup, maintenant tout le monde veut des IPA. Donc le sujet, c'est qu'il n'y a pas non plus pléthore d'infirmières, comme vous le savez. Il y a un problème d'attractivité de ces filières. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent dans les formations et les IFSI, mais beaucoup qui arrêtent aussi. Ça, c'est un sujet non négligeable. Donc il va falloir... je pense que les IPA est un moyen d'attirer aussi quand même et de pérenniser, parce que ça peut donner aussi une valorisation plus forte. Après, tout l'enjeu va être de trouver quel doit être le périmètre de ces IPA. Est-ce que on en fait des infirmières ultra spécialisées, ou est-ce qu'on garde, comme on le fait sur les IBOD, enfin, ou sur d'autres profils d'infirmières, des profils plus larges qui permettent après à ces personnes, une fois qu'elles ont acquis cette spécialisation, d'avoir d'autres types d'activités. Donc je pense que c'est plutôt la deuxième option sur laquelle on essaye de travailler, parce que ce sera aussi plus attractif, plutôt que sinon c'est une activité de niche qui peut aussi enfermer des infirmières. Voilà, donc ça, les textes ne sont pas encore parus, ça va vraiment être un sujet de 2023. Voilà. En lien avec la réforme hospitalière aussi. Enfin, vous savez que c'est pas voilà. Donc ça, c'est sur les sujets. Alors, certains d'entre vous m'avaient posé aussi des questions sur les transports, enfin, comment... Je lui réponds qu'en fait, c'est surtout le Griffon qui circule, mais il ne m'écoute pas. Oui. Mais c'est pas grave. On se connaît bien avec Jérôme. Voilà. Et du coup, c'est les Griffons maintenant qui circulent. Hein. Les équipes de préleveurs maintenant ne bougent pas. On essaye d'optimiser. Voilà. Mais alors, par contre, ce qui est très intéressant, et pour rebondir sur comment on va faire pour promouvoir le don et le prélèvement, il y a aussi un sujet
de promotion du don croisé, dont la loi a permis aussi des ajustements, parce que vous savez, le don du vivant, qui est des dons croisés, avant, vous avez le droit il fallait trouver une paire, en fait, une personne avec qui vous donniez une partie, vous avez fait un appariement avec uniquement deux équipes, on va dire, deux préleveurs, on va dire. Maintenant, on a élargi, la loi a permis d'élargir les potentialités et les combinaisons possibles. Donc ça va permettre, à mon avis, aussi d'améliorer l'accès et trouver le bon prélèvement qui va bien pour les besoins attendus, parce qu'on n'a pas toujours, on peut vouloir donner à quelqu'un qu'on connaît, mais on n'est pas forcément compatible. Donc ce don vivant croisé permet vraiment de répondre à cette problématique-là, tout en respectant l'anonymat et la gratuité du don, voilà, qui sont des principes, comme je l'ai dit. Après, là aussi, on va y revenir, je voudrais revenir sur les questions qui ont été faites sur les campagnes de sensibilisation. C'est là où il faut vraiment, c'est quelque chose qui est très peu connu du grand public. Autant maintenant, je pense que les gens connaissent le fait qu'il faut donner ses organes quand on est mort ou autre. Ça, c'est des choses qui sont passées pas mal dans l'opinion, même s'il y a encore un travail à faire pour vraiment réinscrire et renforcer cette connaissance. Mais il y a aussi ce sujet du don vivant qui est, à mon avis, une voie d'avenir, hein, parce que on espère qu'on aura de moins en moins de personnes, de donneurs décédés, hein, avec l'amélioration et la baisse des accidents de la voie publique, la baisse des morts, la meilleure prise en charge des AVC. Enfin bon, voilà, le sens de l'histoire va plutôt sur une baisse, c'est ce qu'on voit, hein, qui avait commencé même avant le Covid. Hein. Donc il faut développer d'autres formes de dons, mais pour ça il faut que les gens soient préparés, c'est-à-dire que c'est pas une décision que vous prenez facilement quand vous êtes confronté, en général c'est dans des situations un peu urgentes, et donc il faut avoir un travail de sensibilisation, et je pense que notamment des jeunes, et on en a parlé, il faut utiliser les moyens de communication des jeunes qui sont les réseaux sociaux, qui sont quand même alors avec un travail d'influenceurs, enfin il y a toutes sortes de campagnes et maintenant de techniques de communication qui existent. Et qu'il faut tester. Après, évidemment, vous savez que toutes les campagnes de l'agence sont après évaluées, on vérifie l'impact, donc on peut aussi ajuster les moyens. Mais moi, pour avoir fait dans d'autres secteurs des campagnes via les réseaux sociaux très ciblées, sur des réseaux d'ailleurs que la majorité d'entre nous ne connaissent pas, c'est quand même des influenceurs qui sont très connus d'une certaine frange de public. On arrive à toucher des publics qui sont beaucoup plus difficiles à toucher par des moyens médias classiques. Et des campagnes d'affichage comme on a pu connaître ou autres qu'il faut continuer, et en plus c'est des campagnes qui sont coût-efficaces, hein, qui coûtent aussi, qui permettent de toucher plus facilement beaucoup de jeunes et de les mettre face à des situations concrètes. Donc ça, je pense que c'est un des objectifs. Il y a tout un travail de marketing social à faire pour bien cibler les personnes dont on a besoin. Surtout, comme je vous l'ai dit, on a un enjeu de diversification, hein, des registres des donneurs pour avoir plus d'hommes issus de la diversité. Et donc là-dessus, il va falloir aussi arriver à toucher ces publics-là. Voilà, je pense que sur les... Ah oui, vous m'aviez posé aussi des questions sur les nouvelles... la nouvelle compétence en matière de neurosciences, tout à fait, c'est un des éléments que le rapport est en cours de rédaction, donc il sera bientôt disponible. Je pense que c'est des éléments très intéressants. Je pense que l'agence a un vrai rôle de veille sociale, de veille scientifique et sociale, à la fois donc, sur les enjeux des techniques et de compréhension des évolutions de société, parce qu'on voit bien que ces activités sont très liées, donc c'est des activités qui sont déjà développées, et l'agence a eu des moyens, certains d'entre vous m'ont posé des questions aussi sur les moyens de l'agence, pour mettre en œuvre aussi ce nouveau plan, donc des moyens supplémentaires, ce qui n'est pas si fréquent que ça, dans des périodes, donc c'est tout l'enjeu du COP qui va être signé par le ministre. Donc l'objectif, c'est effectivement d'arriver à développer tous ce lien. Et là-dessus, je pense qu'en tant que médecin de santé publique, je suis assez sensible à ces sujets à la fois sociétaux et scientifiques, pour essayer de faire ajuster, parce qu'on voit bien qu'il y a une attente scientifique forte, mais aussi soit des réticences. Et j'attire d'ailleurs l'attention sur les sujets parfois de certaines interrogations des professionnels actuellement avec les nouveaux publics, hein, qui arrivent pour les AMP. Sachez que c'est compliqué pour certains profils de médecins ou autres, qui voient arriver des femmes de plus en plus jeunes qui font des demandes d'AMP.
Et ça pose question. Voilà, c'est un sujet qui, en tout cas, qui interroge la communauté des professionnels qui sont au sein des sécos et qui se retrouvent voilà, face à... Autant on est habitué à des gens qui arrivent plutôt en fin de période de fertilité, autant quand c'est des personnes, des femmes seules, jeunes qui arrivent, ça questionne beaucoup les professionnels. Donc il y a un travail à faire aussi, là aussi, pour... comprendre ce qui se passe et essayer aussi de proposer des adaptations éventuellement, parce qu'il n'y a pas eu on n'a pas mis de limite d'âge minimale pour l'accès à ces techniques. C'est une date uniquement maximale. Voilà. Je pense avoir... Très bien, Madame Jantet. Je pense que... Je ne sais pas si on m'entend non plus à nouveau, mais bon, ça va. Voilà, je vous remercie vraiment pour toutes ces réponses qui, je n'en doute pas, auront donné grande satisfaction au commissaire des affaires sociales. Merci beaucoup. Mes chers collègues, avant que vous ne partiez, donc je vous donne rendez-vous pour une autre audition, puisque à 15h, nous recevrons le premier président de la Cour des comptes qui, lui, nous présentera le rapport public thématique intitulé sur un sujet qui... malheureusement est encore d'actualité, à savoir la vaccination contre le Covid-19, des résultats globaux favorables, mais des disparités persistantes. Voilà, et je rappelle pour celles et ceux qui en sont membres qu'il y aura à 14h, eh bien, se tiendra la MEX, qui donc tiendra sa réunion constitutive à 14h. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure à 15h.